Bienvenue. Aujourd'hui, une exploration passionnante nous attend. L'art graphique allemand de la Renaissance, vu à travers les trésors de l'Ermitage. Oui, et notre source principale, c'est une visite commentée de leur exposition, une visite menée par Natalia Settmann, qui est la conservatrice des dessins allemands là-bas. Tout à fait. Alors l'idée, c'est de vraiment comprendre ces œuvres sur papier du XVe siècle, leur signification, leur contexte. En mettant l'accent sur les dessins, surtout. Parce que ce sont souvent des pièces rarissimes, vous voyez. Et l'exposition les montre à côté des gravures, c'est ça? Exactement, c'est une très bonne idée d'ailleurs. Parce que beaucoup de ces maîtres, ils excellaient dans les deux techniques. Ça permet de mieux saisir les liens. On va donc découvrir ensemble le plus ancien dessin de toute la collection de l'Ermitage, excusez du peu, et puis explorer les liens avec des géants comme Schongauer et Durer, déjà Durer en perspective. C'est une fenêtre unique sur la création artistique, juste avant, disons, le grand boom de durée. Accrochez-vous, ça s'annonce passionnant. Bon, alors commençons peut-être par le contexte. Ce 15e siècle, ça semble être un moment charnière en Allemagne pour les arts graphiques. Ah oui, c'est un tournant majeur. Et un facteur clé, c'est la diffusion du papier. Ah, le papier. Avant, c'était surtout le parchemin. Voilà. Le parchemin, c'était bien, mais c'était cher, très cher même. Et là, arrive le papier. La première fabrique de papier en Allemagne, elle ouvre à Nuremberg en 1390. Nuremberg, la future ville de Duret, justement. Précisément. Donc, le papier devient beaucoup plus accessible, plus abordable. Et ça change la donne pour les artistes. Et ça favorise deux choses, si je comprends bien. La gravure, qui elle est faite pour être vendue, diffusée, C'est ça, une œuvre finie, pensée pour circuler largement. et le dessin, qui lui reste plus un outil d'atelier, presque interne. C'est exactement l'idée. Le dessin, c'est avant tout préparatoire. Ça peut être une première esquisse pour une idée, une étude de détail pour une figure compliquée, un projet pour une peinture, une sculpture, un vitrail. C'est un matériau de travail, un instrument. Ce qui expliquerait pourquoi on en a si peu qui ont survécu de cette époque. Ils n'étaient pas considérés comme des œuvres en soi. Bah oui, exactement. Vu qu'ils étaient utilitaires, ils étaient manipulés, parfois abîmés, souvent jetés une fois le projet fini. Il faut attendre le XVIIe siècle, en gros, pour qu'on commence vraiment à collectionner les dessins pour eux-mêmes. D'accord. Donc, chaque feuille du XVe siècle qui nous est parvenue, c'est une survivante, un témoin vraiment précieux de ce processus créatif. Alors parlons justement de la plus ancienne de ces survivantes à l'Ermitage, une pièce assez incroyable, hein, une représentation des rois mages datée des environs de 1430. Mhm. Et ce n'est pas seulement le plus ancien dessin allemand, c'est le plus ancien dessin de toute la collection de l'Ermitage. C'est une pièce tout à fait remarquable, oui. Les spécialistes la rattachent à l'école autrichienne de la région de Salzbourg. Mais à l'époque, ça faisait partie de l'ère culturelle allemande, disons. Et on sait qui l'a fait? Non, l'artiste est anonyme, ce qui est tout à fait normal pour l'époque, on ne signait pas un outil de travail. Le sujet, c'est l'adoration des mages, un thème biblique archi-populaire. On voit bien les mages agenouillés, offrant leurs cadeaux dans de riches récipients. Et petite remarque, ils n'ont pas encore l'air d'avoir des origines différentes, comme on les verra plus tard. Bien vu. Non, cette tradition de représenter un mage noir, un mage asiatique, etc., elle n'est pas encore établie ici. C'est intéressant. Ce dessin, il a l'air très, très travaillé, très fini. Qu'est-ce que son style nous apprend sur sa fonction? Il n'a pas l'air d'une simple esquisse. Non, pas du tout. Sa finition, et surtout le modelé très marqué des personnages, avec ses ombres portées qui donnent vraiment une impression de volume, tout ça suggère très fortement un projet pour une œuvre en 3 dimensions. Une sculpture. On pourrait même indiquer les limites précises d'un volet, d'un petit retable. Vous savez, ces structures décoratives, sculptées ou peintes derrière les autels dans les églises. Donc ce serait carrément le plan définitif, la dernière étape avant que le sculpteur ne commence son travail. C'est l'hypothèse la plus probable, oui. Le dessin est très propre, il n'y a pas de repentir, pas de correction visible, contrairement à une esquisse où l'artiste cherche encore sa composition. Donc, on pense qu'il s'agit du projet définitif, le bon à tirer, si vous voulez, soumis à l'atelier du sculpteur. Fascinant. Et on imagine qu'il y avait une autre partie, avec Marie, l'enfant. Oui, logiquement, il devait y avoir un dessin complémentaire. Le relief sculpté lui-même a sans doute été réalisé, mais bon, il a disparu avec le temps. Ce qui reste, c'est ce dessin, cette fenêtre incroyable sur le processus de création d'une sculpture à cette époque. Continuons sur ce lien entre dessin et sculpture avec une autre feuille intéressante, une Vierge à l'enfant qui est posée sur un piédestal très architectural, très sculptural lui aussi. Oui, le lien avec la sculpture est évident ici aussi. Mais la question qui se pose souvent avec ce genre de dessin, c'est est-ce que l'artiste a dessiné avant de sculpter
donc c'est un projet préparatoire, ou est-ce qu'il a dessiné d'attrait une statue qu'il trouvait réussie, une statue existante, pour l'ajouter à son répertoire de modèles, Pour s'en servir plus tard. voilà, pour enrichir sa boîte à outils visuelle. Les deux pratiques existaient couramment dans les ateliers. Difficile de trancher parfois. On remarque aussi la couleur du papier, il n'est pas blanc. Effectivement. C'est ce qu'on appelle du papier préparé. C'est-à-dire que l'artiste a appliqué une couche de couleur, un fond teinté, avant de commencer à dessiner. Pour des raisons esthétiques? Pas forcément à cette époque. Plus tard, oui, ça deviendra un choix pour l'effet. Mais au XVe siècle, c'était souvent très pratique. Soit ça permettait de masquer un papier de qualité un peu médiocre, qui n'était pas très blanc au départ, soit ça donnait directement un ton moyen. Ah, d'accord. Et sur ce ton moyen, c'est plus facile ensuite d'ajouter les ombres avec un trait plus sombre, et surtout les rôles de lumière avec du blanc ou une craie claire. C'est une technique efficace. D'accord. Alors, après la sculpture, explorons les dessins liés aux arts décoratifs. Le vitrail, par exemple. Voici une feuille qui représente Saint Jean-Baptiste et Saint Laurent. Et là, il y a une petite inscription en bas. Oui. Wohlgemuth. Ce nom me dit quelque chose. C'est Nuremberg, ça, non? Exactement. Michael Wohlgemuth. Une figure absolument centrale à Nuremberg dans la seconde moitié du XVe siècle. Il avait un très grand atelier, très productif et surtout très polyvalent. C'est-à-dire? Il faisait de tout. Des grands retables peints, bien sûr, mais aussi la conception et même la fabrication de vitraux. Et il produisait énormément d'illustrations gravées sur bois pour les livres imprimés qui commençaient à se développer. Ah oui, c'est vrai. Et c'est chez lui que Dürer a fait son apprentissage, non? Tout à fait. Le jeune Albrecht Dürer a passé plusieurs années dans l'atelier de Wohlgemuth. C'est dire l'importance du personnage. Et cette inscription Wohlgemuth sur le dessin, elle est vieille? On peut s'y fier? Elle date probablement du XVIIe ou XVIIIe siècle, donc elle est ancienne, oui. Ce qui la rend assez crédible, c'est justement que Wohlgemuth, bien qu'important, n'était pas une superstar absolue comme Dürer ou Schongauer. Pourquoi ça la rend crédible? Les anciennes attributions aux noms les plus célèbres sont souvent un peu suspectes, parfois faites pour augmenter la valeur. Une attribution ancienne à un maître, solide mais un peu moins coté, a souvent plus de chances d'être correcte. Et puis, le style du dessin correspond bien à ce qu'on connaît de l'atelier Wohlgemuth. D'ailleurs, l'Ermitage a un autre dessin de cet atelier, ça renforce l'idée. Et le sujet, Saint Jean-Baptiste et Saint Laurent. On les reconnaît bien à leurs attributs, ils sont debout, en pied, sur un fond neutre et encadrés par une arche architecturale partielle. C'est tout à fait typique d'un carton de vitrail. Un carton, c'est-à-dire le modèle grandeur nature. Pas forcément grandeur nature ici, mais le projet détaillé pour le maître verrier. Et le détail intéressant, c'est Saint-Laurent. Oui. Saint-Laurent, c'est le saint patron de la grande église Saint-Laurent des Nuremberg. Et on sait que l'atelier de Wohlgemuth a beaucoup travaillé pour cette église dans les années 1470, y compris pour les vitraux. Ah, d'accord. Donc ce dessin pourrait être lié à cette commande précise. C'est une hypothèse très plausible, oui. Ça nous montre comment ces dessins s'inscrivent vraiment dans des commandes concrètes, dans la vie économique et religieuse de la cité. C'est plus qu'une simple image. Changeant un peu de registre, voici un autre dessin mais au style très différent. Une flagellation du Christ. Beaucoup plus nerveux, non? Avec tous ces traits fins, ces hachures. Pour créer le modelé, les ombres. C'est une technique très graphique. Et le sujet, la flagellation, c'est courant, hein. Très courant. Ça fait partie du cycle de la Passion du Christ, qui était un thème extrêmement populaire, notamment pour les séries de gravures à l'époque. Ce qui frappe ici, au-delà de la technique, ce sont les personnages. Leur expressivité. Exactement. Une expressivité très forte, presque caricaturale chez les bourreaux qui s'acharnent sur le Christ. Face à la souffrance résignée du Christ, on a cette violence très crue. C'est une charge émotionnelle assez typique de l'art allemand de cette fin du Moyen-Âge. Et d'où venait cette intensité, cette façon un peu grimaçante parfois de représenter les émotions? Est-ce qu'il y avait des modèles pour ça? Absolument. Pour créer ce genre de personnages, surtout les figures un peu tourmentées, expressives, voire brutales, les artistes allemands de la fin du XVe siècle se tournaient massivement vers une source d'inspiration majeure. Les gravures d'un certain Martin Schongauer. Martin Schongauer, voilà, on y arrive. Un nom incontournable, on le cite tout le temps comme la grande référence juste avant Dürer. Son importance est absolument capitale. C'est vraiment la première grande star de l'art allemand. Il était reconnu dans toute l'Europe de son vivant. Même en Italie, on l'appelait Bel Martino, le beau Martin. Et Dürer l'admirait. Énormément. Dürer a même fait le voyage jusqu'à Colmar, où Schongauer travaillait, pour essayer de le rencontrer. Mais il est arrivé juste après sa mort, malheureusement. Cette renommée européenne, Schongauer la doit avant tout à ses gravures. C'est la gravure qui a fait sa célébrité, hein. Oui,
Parce que la gravure, ça circule, beaucoup plus facilement qu'une peinture ou un retable. Ces estampes étaient diffusées partout, et il a été très intelligent là-dessus. C'est-à-dire? Il a été le premier grand artiste à utiliser systématiquement un monogramme sur ses estampes, ce fameux M plus S entrelacé. Ah oui, on le voit partout. Voilà. C'était une manière de signer, de marquer ses œuvres, mais aussi de construire sa marque, dirait-on aujourd'hui. Il avait compris la valeur de sa signature et le potentiel commercial de ses gravures. C'était très moderne, en fait. Et on peut voir ici l'une de ses œuvres les plus célèbres, le grand portement de croix. C'est impressionnant. La taille déjà, et puis la foule de personnages. C'est la plus grande gravure au burin réalisée au XVe siècle. Une composition incroyablement complexe, foisonnante de détails, de figures aux expressions très variées, de la tristesse à la cruauté. Même si Schongauer s'est inspiré d'une œuvre plus ancienne de Van Eyck, il y met vraiment sa patte, sa capacité à caractériser chaque individu dans la foule. Et cette gravure, à son tour, est devenue une source d'inspiration pour des générations d'artistes. Comment il faisait pour gérer des scènes aussi complexes avec autant de monde? Il ne faisait pas tout de tête? Non, bien sûr, ça demandait un énorme travail préparatoire. Schongauer réalisait de nombreux dessins, des études de personnages entiers, des études de drapés très soignées, et surtout des études de tête, des dessins très détaillés de visage, d'expression. Et ensuite, il assemblait tout ça. Un peu comme un puzzle, oui. Il puisait dans son stock d'études pour construire ses grandes compositions. Justement, l'Ermitage possède un exemple de ces études, une tête d'homme barbu attribuée à l'atelier de Schongauer. C'est un exemple parfait. Ces études de tête, c'était une sorte de banque de données visuelles pour lui et pour son atelier. Elles servaient à peupler les grandes scènes narratives. On connaît une vingtaine de dessins autographes de Schongauer de ce type, mais il existe aussi des dizaines et des dizaines de copies faites par ses élèves ou ses collaborateurs. C'était aussi du matériel pédagogique, voyez. Et celle-ci, à l'Ermitage, c'est Schongauer lui-même ou une copie? Qu'en pensent les experts? Alors, le consensus aujourd'hui, c'est que c'est très probablement une copie d'atelier réalisée d'après un original perdu ou connu de Schongauer. Qu'est-ce qui fait dire ça? Le dessin est très compétent, très précis, mais si on compare avec les dessins considérés comme autographes, le trait ici manque peut-être un peu de cette vivacité, de cette spontanéité qu'on trouve chez le maître. Surtout dans les hachures des cheveux et de la barbe. Elles sont un peu trop régulières, un peu mécaniques, vous voyez ? D'accord. D'ailleurs, on connaît un dessin original très proche de celui-ci, sans doute fait d'après le même modèle, mais sous un angle légèrement différent, qui est conservé à Copenhague. Et la comparaison entre les deux feuilles montre bien ce caractère un peu plus appliqué, moins vibrant de la feuille de l'Ermitage. C'est subtil, mais ça se voit. Il y a un détail matériel assez fascinant qui relie ces deux feuilles, celle de l'Ermitage et l'original de Copenhague. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est une découverte assez étonnante faite par les chercheurs. En fait, les deux dessins, la copie de l'Ermitage et l'original de Copenhague, ont été traités de la même manière à une certaine époque. Ils ont été découpés soigneusement autour de la tête et ensuite collés sur une autre feuille de papier, un montage, de façon quasiment identique. Qu'est-ce que ça implique? Ça suggère très fortement qu'à un moment donné, sans doute assez tôt, les deux feuilles ont appartenu au même collectionneur, quelqu'un qui les a montées de cette façon particulière. Il est même possible que ce collectionneur les ait acquises ensemble, peut-être directement du fonds d'atelier de Schongauer après sa mort. Ah oui, ça ouvre des perspectives sur la circulation de ces dessins d'atelier? Exactement. Comment ces matériaux de travail sont sortis de l'atelier pour entrer dans les premières collections. C'est passionnant. Puisqu'on parle de l'atelier Schongauer, il ne faut pas oublier son frère, Ludwig. Il y a cette histoire célèbre de Duret qui arrive à Colmar en 1492. Oui, Il apprend que Martin vient de mourir de la peste l'année d'avant. Grosse déception pour Duret, évidemment. Mais l'histoire dit qu'il aurait été accueilli par les frères de Martin, restés à Colmar. Et certains pensent que c'est peut-être Ludwig qui a pu initier Duret à la technique si difficile de la gravure au burin. c'est une hypothèse plausible, oui. Ludwig Schongauer a repris l'atelier après la mort de Martin. C'est un artiste intéressant, mais beaucoup moins connu que son frère. Il nous reste très peu d'œuvres de lui, 4 gravures uniques au monde, une vingtaine de dessins, quelques peintures. C'est peu. Et l'Ermitage a la chance d'avoir un de ces rares dessins de Ludwig Schongauer. Oui, tout à fait. C'est une pièce précieuse. Alors, découvrons-le, le titre est assez étrange, Jean sauvage à cheval, un sujet pour le moins inattendu. C'est vrai. C'est un dessin très fin, à la plume, très détaillé. Sans doute lui aussi préparatoire pour une gravure qui n'a peut-être jamais été réalisée ou qui est perdue. Le thème, les gens sauvages ou hommes sauvages, ça vient tout droit du folklore médiéval.
Qui étaient ces gens sauvages? C'étaient des êtres mythologiques, souvent représentés couverts de poils, vivant en marge de la société, dans la forêt, en harmonie avec la nature. Ils symbolisaient la force brute, la puissance de la nature, une puissance un peu effrayante, mais aussi admirable. On les utilisait souvent en héraldique, par exemple, comme support tenant des blasons. Mais ici, la scène a l'air presque domestique. Une famille? Exactement. Et c'est là qu'est toute l'originalité, même l'humour du dessin de Ludwig. Il représente une famille entière de sauvages. Le père, la mère, avec un enfant sur les épaules, qui partent tranquillement en promenade. À cheval? Ah oui, le contraste est amusant. Très amusant, parce que ces êtres nus, hirsutes, armés de simples gourdins, symboles de la nature primitive, ils chevauchent des montures qui, elles, sont parfaitement équipées à la mode de l'époque. Elles sont ferrées, elles ont des brides, des selles, comme les chevaux de n'importe quel bourgeois ou paysan aisé. D'où vient cette idée un peu décalée? Est-ce qu'il s'est inspiré de quelque chose? Ah ben, très certainement de son frère Martin. Il y a une gravure très célèbre de Martin Schongauer qui représente une famille paysanne se rendant au marché. D'accord. Et si on compare les deux œuvres, l'inspiration est flagrante. La composition générale de Ludwig, la façon dont les chevaux sont placés, leur pose et même leur équipement très réaliste, tout ça est clairement emprunté à la gravure de Martin. Il y a même le paysan vu de dos chez Martin qui ressemble étrangement au sauvage masculin chez Ludwig. C'est un bel exemple des échanges au sein d'un atelier familial. Tout à fait. Ludwig prend un modèle de son frère, une scène de la vie quotidienne, et il le transpose dans ce monde imaginaire des gens sauvages, en gardant certains détails réalistes pour créer ce contraste amusant. Ça nous montre bien comment les idées et les motifs circulaient et étaient adaptés au sein de l'atelier. Passionnant. Après Colmar et Nuremberg, dirigeons-nous vers un autre grand centre artistique de l'époque, Augsbourg. Et là, on rencontre un autre grand nom, Hans Holbein l'Ancien. Oui, Hans Holbein le père, pour le distinguer de son fils encore plus célèbre, Hans Holbein le jeune. Une chose notable chez Holbein l'Ancien, c'est qu'il ne pratiquait pas la gravure, c'est ça? C'est assez rare pour un artiste allemand majeur de cette période. C'est vrai, c'est assez particulier. Contrairement à Duret ou Schongauer, Holbein l'Ancien s'est vraiment concentré sur la peinture. Il a réalisé de grands, de très beaux retables et aussi d'excellents portraits. Il dirigeait un atelier très important à Augsbourg, un atelier florissant, où ses deux fils, d'ailleurs, les futurs Hans le Jeune et Ambrosius, ont fait leurs premiers pas. Et l'Ermitage conserve des dessins de lui. Oui, deux dessins très intéressants et très différents l'un de l'autre. Alors, voyons le premier. Une magnifique Dormition de la Vierge, très colorée, très achevée. Oui, c'est un dessin à la plume, mais qui est rehaussé d'aquarelle, ce qui lui donne cet aspect très fini, presque pictural. Sa fonction est assez claire, c'est un projet, une étude préparatoire pour le volet peint d'un retable. Et est-ce qu'on connaît le tableau pour lequel ce dessin a été fait? Oui. Et c'est ça qui est exceptionnel. Le panneau peint correspondant existe toujours. Il se trouve aujourd'hui à Munich, à l'Alte Pinakothek. Ah, formidable! Il provient d'un grand retable qui avait été commandé à Holbein par l'abbaye de Kaisheim, une abbaye cistercienne importante près d'Augsbourg. Ça montre bien le rayonnement de Holbein, qui recevait des commandes prestigieuses même en dehors de sa ville. Et le sujet, la Dormition de la Vierge? C'est la mort de la Vierge Marie, une scène très populaire tirée de la légende dorée de Jacques de Voragine. Selon la légende, les apôtres qui étaient dispersés dans le monde ont été miraculeusement transportés par des anges au chevet de Marie juste avant sa mort. Holbein représente ce moment avec Marie sur son lit de mort, entourée des apôtres en prière ou en pleurs. On sent là aussi l'influence de Schongauer, non? Il a fait une gravure célèbre sur ce thème. Absolument. La composition générale de Holbein s'inspire visiblement de la gravure de Schongauer. Marie est au centre, entourée des apôtres, dont les postures et les visages expriment toute une gamme d'émotions. Le désespoir, le recueillement, l'interrogation. Mais est-ce que le dessin correspond exactement au tableau final de Munich? Eh bien non. Et c'est là que ça devient très instructif sur le processus de création. Si certains personnages centraux, comme Marie et quelques apôtres proches, sont assez similaires, l'agencement général de la scène et plusieurs autres figures sont notablement différents dans la peinture finale. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que ce dessin magnifique n'est probablement pas le carton définitif utilisé pour peindre le panneau. C'est plutôt ce qu'on appelle un dessin de présentation ou un modello en italien, c'est-à-dire un projet assez abouti en couleurs, que l'artiste soumettait au commanditaire, ici l'abbé de Kaisheim, pour avoir son approbation avant de commencer le travail final sur le grand panneau de bois. D'accord, c'est une étape clé de la commande qu'on voit ici. Exactement.
Ça nous montre comment on négociait, comment on visualisait le projet avant de s'engager dans la réalisation coûteuse d'un grand retable. Fascinant. Le second dessin de Holbein l'Ancien à l'Ermitage est, vous l'avez dit, très différent. Beaucoup plus petit, une technique différente aussi. Oui, tout à fait. On change complètement d'échelle et de fonction. C'est une petite feuille réalisée à la pointe d'argent. La pointe d'argent, c'est quoi exactement? C'est une technique de dessin très délicate et assez exigeante. On utilise une fine pointe en métal argenté pour dessiner sur un papier qui a été spécialement préparé avec une couche de fond, souvent à base de poudre d'os et de colle. La pointe laisse une trace grisâtre très fine qui va s'oxyder avec le temps et prendre une teinte brunâtre. Et la difficulté? La principale difficulté, c'est qu'on ne peut quasiment pas effacer. Une fois le trait posé, il est là. Donc ça demande une grande sûreté de main. Et la précision, l'assurance du trait qu'on voit ici, témoigne vraiment de la maîtrise exceptionnelle de Holbein. Pas la moindre correction. Et qu'est-ce qu'il a dessiné sur cette petite feuille? Le contenu a l'air très hétéroclite. Oui, c'est ça qui est typique. On y trouve plusieurs éléments juste à poser. 2 portraits de jeunes hommes vus de profil. Ses fils, peut-être? On pense effectivement qu'il pourrait s'agir de ses fils adolescents, les futurs peintres Hans le Jeune et Ambrosius. À côté, il y a une vue topographique très précise d'une partie de la ville d'Augsbourg, avec ses remparts, ses tours. Et puis, en bas, une petite figure d'homme en pleine course, très dynamique. Pourquoi ce mélange de sujets sans lien apparent? C'est typique d'une page de carnet de croquis. Les artistes ont porté avec eux ces petits carnets de feuilles préparés pour pouvoir noter rapidement, sur le vif, des motifs qui attiraient leur attention. Un visage intéressant dans la rue, un détail architectural, un paysage, une posture. Une sorte de bloc-notes visuel. Exactement. Ça explique cette juxtaposition de sujets qui n'ont pas forcément de lien logique entre eux sur la même page. On peut même essayer de deviner l'ordre. Il a probablement dessiné la vue de la ville et le petit homme en premier, et puis, plus tard, il a utilisé l'espace qui restait pour croquer les portraits de ses fils. Un mot rapide sur Ambrosius Holbein. On connaît surtout Hans le Jeune, qui a fait carrière en Angleterre. Ambrosius était très talentueux lui aussi, mais malheureusement il est mort très jeune, vers 25 ans seulement. Il a donc laissé très peu d'œuvres derrière lui. Et l'Ermitage a d'ailleurs la chance incroyable de posséder la seule peinture connue qui soit signée de sa main. Ah oui. Donc cette petite feuille de carnet de leur père, on les voit peut-être ensemble, adolescents, c'est un témoignage particulièrement émouvant de ces deux frères au tout début de leur parcours artistique. Absolument. Si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a vu, ce qui est frappant, c'est d'abord l'impact de ce nouveau matériau, le papier, qui a vraiment ouvert un champ immense pour le dessin. Oui, il a permis une pratique beaucoup plus large et diversifiée du dessin. Et ces œuvres nous montrent une variété incroyable d'usages. Le dessin comme projet pour une sculpture, pour un vitrail, pour une peinture, comme étude préparatoire pour une gravure complexe ou comme simple note prise sur le vif dans un carnet. C'est une plongée vraiment unique dans les méthodes de travail, dans les coulisses des ateliers de ces grands maîtres comme Wolgemut, Schongauer, Holbein l'Ancien. Des feuilles qui sont, comme vous l'avez dit, des survivantes précieuses. Extrêmement précieuses. Elles nous renseignent d'une manière irremplaçable sur le processus créatif à un moment charnière, juste avant l'apogée que représentera Duret. Chaque trait, chaque hachure nous rapproche de la main de l'artiste du moment où l'idée prend forme sur le papier. Et en regardant ces études, ces projets parfois abandonnés ou modifiés, ces croquis qui étaient peut-être juste des notes personnelles et qui nous semblent aujourd'hui si précieux. Eh bien, on ne peut s'empêcher de penser à toutes ces étapes intermédiaires, toutes ces idées qui ont été jetées sur le papier, puis peut-être écartées, perdues, détruites dans l'agitation des ateliers d'autrefois. Combien de chefs-d'œuvre potentiels n'ont jamais dépassé le stade du papier? Combien de chemins non aboutis, combien de variantes oubliées se cachent derrière chaque peinture, chaque sculpture, chaque gravure que nous admirons aujourd'hui. Ces dessins nous rappellent que la création n'est pas une ligne droite, mais un processus foisonnant, fait d'essais, d'erreurs, d'hésitations et de choix constants. Une pensée qui donne le vertige, en effet. La prochaine fois, nous nous pencherons justement sur celui qui incarne l'apogée de toute cette période foisonnante, Albrecht Dürer, ainsi que ses élèves et ses contemporains. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Merci à vous.